La semaine dernière, nous avons survolé ensemble le premier grand chapitre, la première grande saison de Monument Mythos. Cette série d'horreurs analogiques complexes qui, durant ce premier jet, pose les bases d'éléments qui vont nous servir dès à présent. Pour comprendre où nous allons mettre les pieds, je ne peux que vous conseiller de regarder l'épisode concernant Monument Mythos saison 1 sur ma chaîne, sinon vous risquez d'être perdu. Générique. Salut à tous. Alors je l'ai dit en introduction et je le réitère ici, si vous souhaitez comprendre tout ce qui va être développé dans cette vidéo, je ne peux que vous conseiller d'aller voir la première vidéo concernant la saison 1 de Monument Mythos. Monument Mythos, faut l'avouer, c'est long, très long, mais qu'est-ce que c'est bon! Et attends, tu n'as pas tout vu car ce que vous allez découvrir dans cette seconde saison va nous permettre d'entrer dans les profondeurs d'histoire dont les bases furent posées lors de la première saison. Ici, aujourd'hui, nous allons commencer à avoir des réponses, certaines explications et beaucoup de liens. Le voile pourra ainsi être en grande partie soulevé à la fin de cet épisode et je vous invite à rester jusqu'à la fin car il y a une petite conclusion, je pense, à laquelle vous ne vous attendiez pas. Allez, c'est parti, bon voyage. Dans cette première vidéo, nous allons découvrir beaucoup de choses. En premier lieu, nous sommes face à une compagnie nommée Maze. Cette dernière aurait créé des ordinateurs et se serait grandement développée entre 1960 et 1971. Après, bien qu'ayant développé des ordinateurs pour les particuliers et les ayant distribués, Maze les rappellera, décrétant que ces mêmes ordinateurs posent des risques au public. Par après, nous allons entendre parler encore une fois du président James Dean, dont il était déjà fait référence dans la saison 1. On nous expliquera que les Américains sont en attente d'une annonce très importante, annonce qui ne tardera pas à nous être dévoilée. James Dean se présente en tant que président. Qui, en 1969, suite à la création de Maze, va créer le département des technologies. Le département alors mis en place collaborera avec la compagnie Maze pour développer de futurs produits. Et c'est à ce moment-là qu'un nouveau terme très important va faire son apparition, le TFMD. Se traduisant comme les vraies forces de destruction de masse. Les TFMD, on le comprendra plus tard, regroupent en fait des éléments destructeurs ayant une importante force de frappe. Nous en connaissions dans la saison 1, le Lincoln Looker, le Liberty Lurker ou les Special Trees, et encore les Special Trees ont une histoire à part entière, et nous allons en découvrir de nouveaux lors de cette saison 2. Puis une autre découverte va être faite, celle d'un projet dont il sera fait mention, le projet Horned Serpent, dont on voit ici le logo. Ah, c'est marrant, mais la manière dont le logo est positionné sur la carte, là, ça me dit quelque chose. C'est normal, en début de vidéo, lorsque j'ai dit que la compagnie Maze s'était grandement développée, nous avions vu cette carte. Et il est clair que si l'on place les deux cartes l'une à côté de l'autre, on voit bien que le projet Horned Serpent suit exactement le tracé des implantations d'usines de la compagnie Maze. La conclusion se fait donc d'elle-même, la compagnie Maze est en lien direct avec ce fameux projet. Puis en 1980, Maze se fait attaquer par une créature, similaire à celle qui avait envahi dans la saison 1 le mont Rochemort. Pour se défendre, la compagnie débranchera son dernier ordinateur. Donc ça veut dire que ce sont éventuellement les nouvelles technologies, en tout cas les ordinateurs, qui auraient généré cette attaque de créatures? C'est ce qui en effet dans ce passage-là est sous-entendu. Mais ce ne sera pas la fin de la compagnie, qui développera un programme,
le Maze Movie Maker. Point de détail intéressant, dans la saison 1, il y eut un épisode dont la scène se déroulait dans le Grand Canyon. Oui, je me souviens, le nom de l'épisode c'était Canyon Crown. Et bien dans la description de cette vidéo, il nous était indiqué que les images qui nous étaient présentées avaient été montées grâce au programme Maze Movie Maker. Mais revenons à nos moutons, car dans la suite de la vidéo, nous allons avoir le droit à une petite visite de l'un des sites de développement de la compagnie Maze. Mais surtout, nous allons avoir de nouveaux messages. Attention, les monuments sont tous connectés. Et encore un autre message. Le complexe militaire industriel se développe. Bien entendu, si vous avez suivi l'histoire et entre autres mon premier épisode, vous aurez remarqué que l'écriture présente ici est exactement dans le même style que ceux que l'on trouvait alors au Mont Rushmore ou au Washington Monument. Ce qui veut dire éventuellement que c'est certainement les mêmes groupes de personnes qui ont créé ces graffitis à ces emplacements différents. Dans la suite de la vidéo, nous voyons justement une ou des personnes se balader dans une grotte située sous le site de la compagnie Maze. Mais lorsque l'une d'elles touche la paroi de la grotte, voici ce qu'il se passe. Cette maladresse se terminant par un message clair de la part de Maze. N'allez pas visiter les sites, ils n'ont pas été nourris depuis des années. Et il faut, ici encore, et vous allez voir ça va arriver plusieurs fois, faire un lien avec la saison 1. Dans cette dernière, nous avions vu que la Statue de la Liberté, nourrie à coups d'immigrants, ainsi que le Washington Monument, nourri avec les 20 Washington Absentee, changeaient d'état après avoir été nourris. Mais le message de Maze nous indique qu'ils n'ont pas été nourris depuis des années. Sauf que, dès lors que l'une des personnes ayant pénétré la grotte touche la paroi, un phénomène électrique similaire à ce que peuvent faire les Special Trees s'enclenche. Ceci conforme donc un point. Les créatures, quelles qu'elles soient, se nourrissent d'humains. Et ça, c'est un point à noter. Maintenant, il nous reste un dernier indice, donné à la toute fin de la vidéo, où l'on apprend que tout cela a été filmé par Maya et Nathaniel Arnoldson. Alors Maya, ça me dit encore quelque chose. Oui, c'est normal. C'est elle qui, dans l'épisode Lincoln Looker, dira avoir été enlevée pour être placée dans le Lincoln Memorial, afin de devenir une Lincoln Looker, avant d'être libérée. C'est aussi elle dont il est fait mention dans l'épisode Canyon Crown, dans lequel une personne dite être partie à la recherche de sa sœur, Maya. Dès le début, il va être fait mention d'un navire, le Ever Given, qui va se retrouver bloqué dans le canal de Suez. Ce début d'histoire fait bien entendu référence à quelque chose que nous avions vu dans notre réalité. Et entre autres, l'histoire de ce fameux navire, le Evergreen, qui avait été retrouvé bloqué dans le canal de Suez durant le cours de l'année 2021. Dans ce monde alternatif, la présidente est Hillary Clinton, et cette dernière, pour libérer le canal, décide d'employer une arme nucléaire, afin que l'onde de choc pousse le navire dans le but de le libérer. Ceci fonctionnera, sauf qu'à la surprise générale, le navire va disparaître. C'est alors que nous allons découvrir un réseau social que vous et moi connaissez certainement, Twitter. En tout cas, le pendant de Twitter dans cette autre réalité. Personne ne semble comprendre où est passé le Evergreen, mais un film paraît nous apporter la réponse. Le navire serait devenu une entité, une créature, ou comme ils disent dans le monde de Monument Mythos, un TFMD. Oui, en effet, et ce n'est pas la première fois que ça arrive. Dans la première saison, cela s'était également déroulé avec Alcatraz, qui s'est réveillé suite à une exposition à de la radioactivité. Mais dans cet épisode, la créature nouvellement découverte sera appelée le crabe du canal de Suez, ou en anglais Suez Canal Crab, c'est-à-dire le titre de l'épisode. Par la suite, il sera décidé de la part du gouvernement des USA
de laisser le crabe aller afin de ne pas mettre en péril les marchandises qu'il transporte. Puis un nom que nous découvrirons plus tard, car il reviendra à répétition, apparaît, Dr. Disturbing. Ce qui se traduit par docteur dérangé. On ne sait pas encore exactement qui est cette personne, bien que quelques suspicions me permettront d'arriver à une certaine conclusion à la fin de cet épisode. Continuons. Afin d'observer le crabe, il sera érigé dans la ville du Caire une tour dans laquelle les gens vont se précipiter pour observer la créature. Et c'est là que les choses vont partir en cacahuète. Le crabe, pour on ne sait quelle raison, va se retrouver attiré par la tour pour finir par littéralement s'écraser dessus, faisant au passage tomber une grande partie des conteneurs, tuant plus de 800 personnes. Le 17 avril 2021, le crabe semble ne plus bouger. Il sera comme mort, et une zone d'exclusion sera mise en place, interdisant à quiconque d'entrer. C'est là que nous allons apprendre la création d'un nouveau groupe, l'association Anti-Dispositif. Et entre autres, le dispositif contre lequel ils se battent, c'est celui-ci, le T-Machine, qui permet, dans le monde de Monument Mythos, dans ce monde parallèle, d'accéder au réseau social Twitter. Pourquoi et comment cet objet est la cause de l'accident? Eh bien parce que pour eux, le bateau, le Ever Given, avait des conteneurs qui contenaient justement des T-Machines. Et ce sont pour eux ces machines qui seraient à la base de la création de ce crabe géant. Mais pointer du doigt une telle compagnie n'empêchera pas les incidents qui se dérouleront autour de la zone d'exclusion du Caire. Le 19 avril 2021, des personnes vont essayer de forcer l'entrée de la zone et assassineront l'un des policiers gardant les lieux. Plusieurs milliers de personnes se précipiteront dans l'enceinte pour voler, piller les biens tombés des containers. Mais cet événement s'empirera lorsque l'une des pattes du crabe, que tout le monde pensait mort, bougea. Les autorités formèrent une barrière militaire autour de la zone. Prisonniers de la zone, les milliers de personnes présentes, affolées par le mouvement du crabe, qui pourtant ne bougeait plus depuis des heures, firent tout pour sortir de la zone, écrasant certains au passage, tirant sur d'autres quand plusieurs décédèrent d'un coup de chaleur. Au total, des milliers de morts s'amoncelèrent dans la zone. Au sein de la poignée de survivants, un groupe de 77 personnes était resté à prier au pied du crabe, formant ainsi une nouvelle religion, le culte du Ever Given. Et c'est sur la création de ce culte que se conclut cette catastrophe humaine. Nous avons donc ici quelques nouveaux éléments dans cet épisode. En premier, le nom de ce docteur, le docteur Disturbing, qui, comme je vous l'ai dit, va revenir à plusieurs reprises. Puis ce crabe, qui, bien que mort maintenant, a été créé à la base par un petit coup de radioactivité, tout comme Alcatraz, sans compter la multitude d'autres petits détails sur lesquels je ne passerai pas pour ne pas vous confondre. Mais tout ceci nous amène tranquillement à l'épisode suivant. Dans cette vidéo, vous l'aurez compris sans doute grâce au titre, mais nous allons être placés face à un désastre. Ce désastre prendra place alors que le président Dean s'apprête à faire un discours. Afin de lui couper l'herbe sous le pied, l'association Anti-Dean décidera de pirater des sirènes de la ville en les faisant crier si fort que le discours de Dean ne put être entendu. Le souci, c'est que des centaines d'habitants proches de ces sirènes se retrouvèrent partiellement sourds. Afin d'aider la population à passer au travers de ce désastre, l'armée est envoyée. Ils seront surpris à leur arrivée de trouver des centaines de corps amoncelés au pied des poteaux, au haut desquels se trouvaient les sirènes. Dean, héros de son époque, se déplacera en personne pour aller éteindre ces fameuses sirènes, perdant au passage son audition ainsi qu'une partie de son visage qui brûla. Dans une annonce officielle, l'association Anti-Dean sera pointée du doigt et une espèce de chasse aux sorcières envers ses membres mènera à plusieurs centaines d'arrestations. C'est là que quelque chose faisant écho à la première saison va faire son apparition. En effet, les prisonniers seront envoyés dans des centres afin d'y être traités. Ces centres seront des endroits comme le Mont Rushmore ou encore le Washington Monument. Sauf qu'en sortant de ces centres, les personnes étant autrefois partisans Anti-Dean se retrouvaient étrangement devenir de meilleures personnes, même si elles semblaient un peu différentes de ce qu'elles furent avant.
Ceci ne vous rappelle pas quelque chose ? Si, moi ça me rappelle un petit peu l'histoire de la petite Virginia dans l'épisode Rockefeller Tree Tragedy. Exactement, hein, c'est elle qui, au contact d'un Special Tree, s'était retrouvée projetée dans un autre univers. Sauf qu'à son retour dans son monde original, bien tout avait changé, tout semblait être inversé. Sauf, et il faut le souligner, c'est que du point de vue des personnes entourant la petite Virginia, c'est elle, Virginia, qui avait changé, et pas les autres. Du coup, on est en droit de se demander si le gouvernement des USA, sous l'égide de James Dean, n'aurait pas envoyé les membres de l'association anti-Dean dans ces monuments afin de les nourrir. Mais qu'en les nourrissant, ces mêmes monuments se mettent alors à créer un double des personnes présentes, un ersatz, un avatar, un sosie, pour les remplacer dans le monde réel. Toute une théorie, mais pourquoi pas ? Les théories sont nombreuses dans Monument Mythos. Sur la fin de la vidéo, la Maze Company, alors devenue une grande firme technologique, fait son apparition. Et afin d'aider le gouvernement, créera des appareils permettant aux personnes ayant perdu l'audition de la recouvrer. Tout ceci faisant au passage une excellente pub pour James Dean ainsi que pour la compagnie Maze. Et James, dans le plus grand des calmes, dira au final « Tout ce que j'ai fait, c'est de soigner les oreilles. » Après le Caire et son crabe géant, restons en Égypte pour aller faire une petite visite autour du Sphinx. Sauf que la vidéo qui va suivre va être, elle, divisée en deux parties. Dans l'une, nous sommes les témoins de l'arrivée du Sphinx sur Terre, dans l'autre, nous sommes spectateurs d'un discours tenu par une personne que nous connaissions déjà. Afin de mieux comprendre cet épisode, je vais rassembler ces deux parties qui se chevauchent l'une l'autre pour en faire deux grandes parties distinctes. Dans le titre de ce premier passage, nous comprenons que nous avons affaire à un TFMD. Donc à une arme de destruction massive en gros. Présent sur la planète Mars. Dans la seconde partie, nous le verrons quitter Mars. Dans le suivant, il entrera à l'atmosphère de la Terre. Puis, une fois sur Terre, le TFMD se fera attaquer, sans doute par l'humain. Le titre de l'extrait suivant nous dit que nous sommes les témoins de l'atterrissage de faux enfants. Puis que ces derniers s'organiseront autour du Starry Sphinx. Le Starry Sphinx va détourner notre attention, d'après ce que dit le titre, pour que le vaisseau mère prenne son envol.
Dans les extraits suivants, nous suivrons le développement des pyramides et autres structures présentes sur Terre. Comme ici, où il nous est présenté une pyramide sortant du sol. Ou encore là où des structures similaires au Washington Monument semblent s'ériger fièrement au milieu du désert. Mais le dernier extrait intitulé « Situation présente » nous montrera une carte sur laquelle on comprend qu'au milieu du désert gît deux éléments, le sphinx d'un côté et des centaines de pyramides l'entourant de l'autre. La seconde grande partie de cette vidéo nous est donc présentée par une personne, Leonard W. Morlin, que nous avons déjà vu dans la vidéo Lincoln Looker, dans la première saison. On y apprendra que les pyramides étaient considérées par les Américains comme étant des TFMD et qu'elles seront même, selon le Conseil national de sécurité, classées comme étant la menace la plus dangereuse de l'humanité. Et là, un détail intéressant va être dit. Leonard nous expliquera que sous la présidence de James Dean, l'humain sera considéré comme étant la plus grande menace à lui-même. Ceci nous forçant à nous poser des questions quant au réel but de la présence de James Dean dans cette histoire. En effet, car si James Dean considère que l'humain est une menace, est-ce qu'en ce cas-là, James Dean lui-même est un humain? Si James Dean n'est alors pas un humain, ceci expliquerait pourquoi ce dernier n'hésite pas à envoyer des humains nourrir certains monuments qui ont été construits sous sa présidence. Et ceci pourrait expliquer également pourquoi les humains sortant de ces monuments, après avoir nourri ces derniers, ne sont plus les mêmes humains que ceux qui étaient rentrés. Ce seraient alors des sosies, un peu au même titre que ce James Dean, qui est le sosie de notre James Dean, mais président. Leonard fera ensuite mention des Special Trees, qui semblaient alors exister du temps des Égyptiens, et eux aussi n'arrivèrent pas à les couper. Ils décidèrent alors de les emprisonner dans des structures qui seront plus tard des pyramides. Sauf qu'il sera découvert plus tard que ces pyramides en profondeur semblaient avoir une structure infinie, plongeant loin dans les profondeurs de la croûte terrestre. En parallèle, Leonard nous apprend l'existence d'un nouveau matériau, la lame de Giza, possédant d'étranges facultés comme celle d'induire l'insomnie ou d'ôter toute fatigue musculaire. Fin de cet épisode. Dès le début, nous apprenons que nous allons être face à des extraits vidéo tirés d'une chaîne nommée Maze News Network. Ce qui veut dire que la compagnie Maze est sortie de sa branche technologique pour s'étendre sur la branche médiatique. Dans leur vidéo, nous observons les faux enfants du Sphinx s'organiser autour de ce dernier, jusqu'à créer des structures longilignes solides, lesquelles formeront plus tard des arches, desquelles se dégageront des éclairs. Bien entendu, ces arches et ces éclairs ne seront pas sans nous rappeler le comportement des Special Trees, qui se courbent avant de créer des éclairs, envoyant les personnes présentes dans leurs alentours dans un monde parallèle. La connexion va soudainement être interrompue, puis un nom que je vous ai demandé de retenir va apparaître. Dr. Disturbing, celui-là même qui était apparu rapidement dans la vidéo concernant le Evergreen. Et dont on ne connaît toujours pas le visage ou la raison de sa présence. Et bien là pour le coup, Dr. Disturbing va nous donner une raison de sa présence, en nous présentant un projet nommé le projet des gardiens de Giza. Ce projet va nous raconter l'histoire d'une matière que l'on verra parfois utilisée par la suite, le ver de Giza. Le ver de Giza se serait formé il y a de cela des centaines d'années, suite à un éclair qui aurait frappé le sol alors que la Terre croisait le chemin d'une constellation. Une constellation? Tiens, laquelle? Eh bien ça, c'est une information qu'on nous ne dit pas. Mais on apprendra qu'un égyptologue, Flinders Petrie, trouvera la fameuse constellation et arrivera à prédire
l'apparition du prochain éclair pouvant produire du ver de Giza. Ce ver avait une particularité, celle d'être extrêmement coupant. Et Petrie le découvrit bien malgré lui en se décapitant après être tombé sur l'un de ces morceaux de verre. Les autorités furent alors surpris de découvrir que, malgré tout, Petrie était encore en vie. Il était quoi, devenu une sorte de mort-vivant ? Peut-être ou peut-être pas, mais ça on ne le saura pas puisque l'histoire s'arrêtera en ce qui concerne cet égyptologue. Dans la suite, nous apprendrons que toute cette histoire s'est passée durant un temps où Rockefeller était président des États-Unis et que ce dernier, reconnaissant les propriétés spécifiques du ver de Giza, décida d'en faire des lames d'épée. Et c'est là que nous allons encore apprendre un ou deux points fort intéressants. En premier, les lames ont été fabriquées pour être données à des gardiens, des épéistes gréco-égyptiens, qui étaient alors envoyés pour garder un endroit qui ne nous sera pas inconnu, le Grand Canyon. Le Grand Canyon, oh, tiens, fort intéressant. Et attends, ce n'est pas terminé. Le but de ces gardiens était de repousser tout curieux qui s'aventurerait dans une zone interdite du Grand Canyon. Et pour cela, ces derniers pouvaient user de leur épée. Sauf que parfois, ces coups d'épée produisaient un effet secondaire pouvant être soigné avec du vinaigre. Et là, je vous rappelle un point que nous avions vu lors de la première saison, dans l'épisode Canyon Crown, dans lequel il nous était dit que le Grand Canyon sentait le vinaigre, puis que ce vinaigre était utilisé pour réduire les têtes jusqu'à les faire entrer dans le corps des personnes. Et vous vous souvenez de cette étrange créature vue dans cette même vidéo ? Eh bien, il nous est dit dans l'histoire contenant le ver de Giza qu'il était attribué aux personnes victimes de cette lame un logement construit directement dans les roches du Grand Canyon, ainsi que cette concoction vinaigrée, et qu'il leur était donné cette concoction vinaigrée tant que ces dernières personnes s'évertuaient à attirer d'autres personnes dans le Grand Canyon. Pour résumer, toute personne arrivant dans le Grand Canyon et se faisant couper la tête par cette lame aurait alors le malheur de voir sa tête grossir. Pour la réduire, il n'y avait alors qu'une seule solution: boire cette concoction vinaigrée dont on ne connaît pas la recette. Puis le gouvernement, ayant un peu pitié de vous, en tant que victime, vous fait un marché. En échange d'un logement et de soins à base de cette concoction de ce liquide vinaigré, vous avez le droit de vivre dans ces habitats présents dans le Grand Canyon, tant que vous attirez des personnes innocentes comme vous dans ce même Grand Canyon, pour qu'ils deviennent plus tard comme vous. Tout cela est un peu tordu, mais en gros c'est ce que nous raconte cette histoire. Toutefois, ce programme étrange sera clos en 1969, alors que nous sommes dans l'histoire de Monument Mythos sous la présidence de James Dean. Toutefois, il apparaîtra qu'encore de nos jours, des personnes ont aperçu l'un de ces épéistes gréco-égyptiens dans le Grand Canyon. Il s'ensuivra un monologue de la part de Louisa Crawford, la femme du sculpteur Thomas Crawford, celui-là même qui avait sculpté la statue Freedom, la statue du Capitole. On apprendra qu'une fois la statue terminée, Crawford ira en Égypte et tombera sur le ver de Giza. Il décidera alors de l'utiliser pour construire l'épée de Freedom. Par mégarde, un jour, il se coupera le doigt et remarquera que malgré que son doigt soit manquant, il le sentait encore, voire même mieux, il pouvait encore l'utiliser. Il s'en coupera alors un second, puis un troisième, et à chaque fois s'étonnera de sentir le membre manquant et de pouvoir l'utiliser. Et d'un autre côté, il s'étonnera également de ne pas sentir de douleur. Au final, Crawford coupera son propre corps en morceaux pour finir par le mettre à l'intérieur de la statue Freedom. Donc en gros, ce sculpteur était devenu fou. En quelque sorte, oui, il est devenu complètement fou puisqu'il s'est lui-même placé au sein de cette statue en se coupant en morceaux. L'inspecteur Zaffino, celui-là même que nous avons déjà aperçu lors de la saison 1, justement aux côtés de ce même Crawford, mènera une enquête suite à la mort de son ami et découvrira que la petite Nina, la fille de Crawford, celle-là même qui était partie sur le bateau emmenant la statue Freedom à bon port, aurait été tuée par la statue avant de se retrouver à l'intérieur. Freedom contiendrait alors en son sein deux personnes, deux esprits, celui de Thomas Crawford et celui de sa fille, Nina. Nous avons ici beaucoup d'informations et certaines d'entre elles, de toute évidence, font le pont entre la saison 1 et la saison 2. Et nous allons avoir encore le droit à d'autres ponts dans la suite de cet épisode. Suite à l'épisode de la saison 1, Delaware Double, dans lequel était retrouvé le corps vivant de George Washington, le journal Delaware River fut forcé de mettre fin à ses activités, ordre des autorités fédérales. Mais ce dernier renaîtra de ses cendres sous un autre nom, le New Delaware Journal.
Puis nous apprendrons que suite à l'attaque du Capitole par Freedom, une personne sera mise en cause, Philip Reed. Et pour rappel, ce fameux Philip Reed est cette même personne qui, dans l'épisode de la saison 1, Freedom Faller, a dû enlever la peau des humains que la statue Freedom mettait sur son corps une fois qu'elle avait tué des hommes ou des femmes. Et ce Philip Reed sera aux yeux de l'association anti-Dean classé au même titre que Dean, en devenant le diable en personne. Puis, suite au carnage de la statue dans le Capitole, celle-ci sera déportée dans le Grand Canyon où elle travaillera aux côtés des épéistes gréco-égyptiens, en se débarrassant de toute personne s'approchant de trop près de la zone interdite. Suite à ces événements, le New Delaware Journal va sortir un dossier classé secret de sa besace. Dossier présenté par un certain Howard Melrose. Ah mais on le connaît ce Melrose? Oui, c'est lui qui, dans la saison 1, dans l'épisode Lincoln Nooker, aidera une petite fille aveugle à créer une brèche dans la statue de Lincoln, faisant ainsi faisant émerger ce fameux Lincoln Nooker. Mais Melrose fera également fi de sa présence à la fin de l'épisode sur le crabe du canal de Suez, où il sera présenté en tant que journaliste alors qu'il se trouve sur le site de l'événement du Ever Given. Le projet présenté par Howard nous donne un indice sur une situation qui se met en place. Attirer et éliminer les membres de l'association anti-Dean et toute autre personne trop curieuse, protéger les avoirs de la compagnie Maze. Le projet pose donc les bases, éliminer l'association anti-Dean et protéger Maze, suite à quoi nous verrons la statue Freedom dans le Grand Canyon se déplaçant tout en tuant au passage des personnes gênantes jusqu'à arriver à la dernière personne qui se prénomme Maya Arnoldson. Maya, je vous le rappelle, dont on avait appris la disparition lors de l'épisode de la saison 1, Canyon Crown, et dont nous allons entendre l'enregistrement audio de ses dernières paroles. No, not now. I'm leaving now. I won't bother you. Sur cette conclusion, nous comprenons que Maya s'est retrouvée face à face avec la statue Freedom, et que cette dernière fut tuée par décapitation. Cet épisode nous aura alors apporté énormément d'informations, et aura vraiment créé beaucoup de liens et de ponts entre la saison 1 et la saison 2. Mais j'espère que vous êtes bien accrochés, car il y a encore beaucoup de choses à venir. Ce nouvel épisode va nous permettre de comprendre un petit peu mieux ce qu'il s'est passé avec cette Maya Arnoldson dans le Grand Canyon. Ici, on apprend que Nathaniel, le père de Maya et de sa sœur Lorraine, est décédé, mais nous n'en connaîtrons pas la raison. Nous suivrons ensuite Lorraine, qui semble être poursuivie par quelque chose. Il est clair que ce quelque chose n'est autre ici que Maya, qui, ayant été décapitée par l'épée de Freedom, épée faite de verre de Giza, a vu sa tête grossir et devenir géante. Pour réduire sa tête, il lui aurait fallu ce liquide à l'odeur vinaigrée, mais il ne semble pas qu'elle en possède. Il s'avérera que Lorraine sera restée 3 jours à cet endroit.
3 jours soit dans le Grand Canyon, ou soit dans sa tente avec sa sœur Maya et sa tête géante à côté d'elle. Ça, on ne le sait pas. Sur la fin de la vidéo, toutefois, un message personnel va nous être donné. Ce message personnel nous vient directement de Alex Kansas, qui nous apprend alors la disparition de son papa. Mais il indiquera que cette disparition n'impactera pas le développement et l'histoire de Monument Mythos. Oh, le titre veut dire la révélation des Rockefeller. Est-ce que dans ces cas-là, on va en apprendre un peu plus sur lui et cette famille? Eh bien avant de commencer, Alex nous confirmera que son papa est parti depuis 3 mois et qu'il va faire de son mieux pour continuer son travail. Puis pour la 3e fois apparaîtra le nom d'un des personnages les plus étranges de la série, le Dr Disturbing, qui nous présentera l'enregistrement numéro 7 de Rockefeller. Dans cet extrait, Rockefeller nous fait part d'un deal secret qu'il aurait fait avec les Allemands alors qu'il était encore président des USA. Ce secret, on en comprend une partie lorsque Rockefeller dit avoir demandé aux Allemands d'enlever son nom présent sur des ballons dirigeables créés pour transporter du matériel de guerre. Les Allemands lui obéiront, mais continueront de nommer ces dirigeables des Rockefeller. Nous verrons de plus près à quoi ressemblent ces dirigeables. Jusqu'à apercevoir qu'en leur centre, dans leur ballon, au lieu d'être remplis d'hélium pour voler, les dirigeables, ces fameux dirigeables, créés par Rockefeller, contiennent un visage. Puis, derrière ce visage, quelque chose d'organique, d'humanoïde. Suite à cette présentation d'armes de guerre, créées sous l'égide du président Rockefeller, nous apprenons que les créatures, les épéistes gréco-égyptiens, ainsi que les personnes ayant été victimes d'un tranchant d'épée créé avec cette matière, le ver de Giza, qui, je vous rappelle, fait grossir les têtes et qui peuvent être guéris grâce à ce liquide à l'odeur vinaigrée, s'appellent les Crowns. D'où l'épisode de la saison 1, Canyon Crowns, les Crowns étant ces créatures à la tête géante. Et ces créatures ont été intentionnellement fabriquées par Rockefeller pour en faire de parfaites armes de guerre. Mais Rockefeller ne s'arrêtera pas là dans sa création d'armes. Il fera fabriquer un rayon anti-aviation, dont les plans nous sont présentés, jusqu'à ce que l'on aperçoive une étrange portion de l'arme possédant un petit quelque chose d'organique. Le fameux secret des Rockefeller commence ici à se développer peu à peu et sera perpétué par la suite. Toutes les armes créées par Rockefeller ont été faites avant la Première Guerre mondiale et beaucoup d'entre elles ont été vendues à l'Allemagne dans le but de remonter l'économie des USA. L'ensemble de ces armes sera nommé The Rockefellers, du nom du président de l'époque ayant permis leur développement. Hélas pour Rockefeller, la Première Guerre éclata et des milliers d'Américains et d'Européens périrent à cause des armes qu'il avait fait développer alors qu'il était président des USA. Son successeur, le président Hughes, réussira à cacher ce fait au grand public. Mais suite à cette erreur politique de la part de Rockefeller, le développement d'armes de guerre ne s'arrêtera pas là. Toutes les armes ainsi développées ont été faites pour attaquer et défendre. Ainsi, dans l'opération Pyramide Plasma, on comprend que le rayon anti-aviation, une fois installé en haut d'une des grandes pyramides d'Égypte et couplé à plusieurs hommes, devient assez puissante pour détruire le dirigeable Rockefeller, fabriqué par lui-même. Ici, c'est donc un nouveau monument qui devient arme de guerre, les pyramides d'Égypte. Ces fameuses pyramides qui, je vous le rappelle, contiennent chacune un special tree. Rockefeller fera ensuite son mea culpa, mais dévoilera toutefois que les Crowns, ces créatures créées dans le Grand Canyon, restent ses créations la plus secrète, malgré toutes les révélations qu'il nous donne et qui nous ont été apportées par les journalistes indépendants. Nous comprendrons alors que durant le mandat de Rockefeller, une nouvelle arme a été créée, une arme militaire, à base d'humains. Cette arme réduit dans une première phase les humains en morceaux avant que ces derniers, semi-inconscients dans une seconde phase, se rassemblent en un seul et même corps dans une troisième phase. Puis, lors d'une quatrième phase, cet humain nouvellement créé retourne chez lui avant d'entrer dans la cinquième et dernière phase, celle de la destruction. Rockefeller entrera dans un bunker,
le 23 mai 1937, sûrement pour se protéger d'une quelconque attaque, et ne sera plus jamais revu par la suite. Plusieurs proches de Rockefeller diront alors que ce dernier n'est pas mort, mais qu'il a été enlevé. Il nous sera alors présenté 2 photos des suspects entourant le mystère de la disparition de Rockefeller. L'une d'elles présentera un special tree et l'autre, l'arbre de Noël, qui sera plus tard remplacé par un special tree. Cette nouvelle vidéo débute sur cette phrase. Suite à une lobotomie infructueuse, Virginia Faith Arnoldson donne une version plus complète de la tragédie de l'arbre de Rockefeller. Bah attends, Virginia, là, donc c'est celle que nous avons vue dans la saison 1, celle qui racontait ses déboires avec les Special Trees. Et dans l'histoire qu'elle nous avait alors racontée à l'époque, nous avions compris que les Special Trees pouvaient faire passer les personnes d'un monde à un monde parallèle, ou d'une temporalité à une autre, changeant et mélangeant ainsi les personnes. C'était ainsi que Virginia et ses amis se sont retrouvés dans un monde parallèle dans lequel ils ne reconnaissaient plus leurs parents, et vice-versa puisque leurs parents ne les reconnaissaient plus. Son histoire commence là où nous l'avions quittée. Virginia n'est jamais revenue dans son monde d'origine et nous contera ses déboires en grandissant dans ce monde étrange et nouveau pour elle qui, au fil du temps, deviendra son monde. Elle expliquera alors plus en profondeur ce qu'elle a vu lorsqu'elle s'était retrouvée téléportée dans le monde du Special Tree. Et c'est à ce moment-là dans l'histoire que nous allons commencer à découvrir un petit peu plus en profondeur que sont les Special Trees. Qu'est-ce qu'ils font dans cette histoire? Nous comprenons que chaque Special Tree possède un pendant inversé ou renversé, au-dessus ou en dessous d'eux, présentant des couches d'autres mondes. Chaque Special Tree est une couche pouvant renvoyer toute personne présente autour d'eux dans une autre couche. L'image qui nous est donnée est celle d'un millefeuille infini. Mais il sera à noter que chaque couche est séparée par un fin film de poussière ressemblant et sentant la poudre pour bébé. La poudre pour bébé. Alors ça me dit quelque chose. Saison 1, épisode sur le mont Rochemort. Le mont Rochemort sent comme de la poudre pour bébé. Cette poudre qui fut répandue par des ouvriers, je vous le rappelle, sur le top du mont Rochemort. Mais bon, maintenant, retournons à nos moutons. Virginia fera la rencontre d'un homme qui lui dira une phrase que l'on a déjà entendue dans la première partie. Les arbres ne sont pas des arbres. Virginia et son ami passeront une éternité à errer dans le monde des Special Trees, passant d'une couche à une autre, d'une situation à une autre, sans ne jamais rien pouvoir contrôler des situations dans lesquelles ils allaient être plongés. Le nom du nouvel ami de Virginia est Everett. Tout ce que nous venons d'apprendre là s'est déroulé dans le monde des Special Trees. Mais il est un comportement de ces derniers qui ne nous a pas encore été donné. En effet, lorsque les Special Trees, d'un commun accord, décident de former une arche, ces derniers forment un éclair, renvoyant toute personne présente dans leur couche, dans leur monde parallèle, dans un autre monde, proche du monde d'origine duquel venaient ces personnes, mais pas tout à fait identique. Et c'est en étant renvoyée dans son monde que Virginia nous contera que c'est à cet instant qu'elle perdit son ami Everett, sûrement resté enfermé dans le monde des Special Trees. C'est alors qu'un cycle nous sera présenté. Virginia, cherchant à retrouver son monde d'origine, se dirigera vers le Rockefeller Center, où se trouve un Special Tree. C'est le Special Tree qui avait été mis en place alors que Rockefeller voulait chercher un arbre pour Noël, et c'est également le Special Tree que Virginia a essayé de décorer à cette époque. Virginia lui parlera en employant un pronom, elle, ce qui veut dire que pour Virginia, ce Special Tree est féminin, il a un genre. Elle lui demande alors comment faire pour revenir à son monde d'origine. Le Special Tree, qui sera alors représenté par cette créature, lui dira de revenir dans 3 ans afin d'échanger une vie contre la sienne pour répondre à son désir. Et c'est là que le cycle commence, puisque Virginia, 3 ans plus tard, posera la même question à ce même Special Tree, qui lui dira encore une fois de revenir 3 ans plus tard, ce qu'elle fera. Puis, elle lui posera encore une fois la même question. Cet événement sera alors répété à 3 reprises. Et il n'est pas anodin que le Special Tree auquel s'adresse Virginia est une forme humaine, car je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais le fils même de Rockefeller avait noté ceci à propos des Special Trees. Il avait vu des Special Trees dans le plaza de son père, et il nous avait indiqué que ces derniers ressemblaient à des humains. Cette même vidéo se terminant sur une vidéo montrant le top du Rockefeller Center sur lequel devait alors se trouver un Special Tree, bien qu'il soit assez difficile pour nous de le voir. Entre la seconde et la 3e fois que Virginia se présenta devant le Special Tree, elle fit la rencontre d'un agent secret qui, d'après ses dires, la suivait partout. Son prénom, Léonard, et elle tombera amoureuse de ce fameux Léonard.
Virginia tombera alors plus tard enceinte. C'est à ce moment-là qu'elle retournera voir, après son 3e cycle, le Special Tree qui lui donnera cette fois-ci une indication à le suivre, ce qu'elle fit. C'est à ce moment-là que nous allons découvrir un monument que nous connaissons déjà, le Washington Monument. Et souvenez-vous, dans la saison 1, il nous était expliqué son fonctionnement interne. On nous présentera ensuite une opération standard, se déroulant au sein du monument. De ce que l'on comprend, une personne lambda arrivant au monument entre dedans, prend un élévateur pour aller à son sommet, puis une onde partant de la base du monument rend KO ou bien tue la personne dans l'élévateur. Et bien ici, c'est Virginia qui, envoûtée par une musique produite par le monument, se retrouvera dans l'ascenseur. Une fois en haut, elle tombera, chutera jusqu'à terre. C'est alors qu'au contact du sol, bien que son corps eût heurté le plancher, elle sentit son esprit continuer à chuter durant des années et des années, jusqu'à ce qu'elle se retrouve de nouveau dans son corps, mais sans son bébé. C'est alors qu'elle comprit ce que lui avait dit le Special Tree, quand elle lui avait dit qu'elle retrouvait son monde en échange d'une vie. Cette vie fut celle de son bébé. Elle se sentit alors aussi vide que toutes les autres personnes présentes autour d'elle qui, semble-t-il, avaient vécu le même genre de situation qu'elle. D'aucun d'entre eux ne bougeait, et ils restèrent ainsi durant des années, jusqu'à ce qu'un jour, suite à un flash, tout le monde se retrouvera en dehors du monument de Washington. Et là, la vidéo se terminera sur un dernier message. Après une seconde lobotomie, Virginia ne parlera plus jamais. Plus tard, elle produira une série de peintures titrée The Right Life. Virginia décédera en 1980, à l'âge de 59 ans. Son fils Everett sera connu, semble-t-il, comme étant le 20e absentee. Le 20e absentee? Eh ben voilà, on nous en avait parlé dans la saison 1, dans l'épisode concernant le Washington Monument. Et oui, sur la photo qui nous présentait les 20 absents de Washington, nous avions remarqué qu'il n'y en avait que 19. Le 20e, celui qui avait alors disparu, n'était alors que Everett, c'est-à-dire le fils de Virginia. Grâce à cet épisode, encore plus de liens, encore plus de ponts commencent à être construits entre les personnages, entre les situations. Mais je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais il nous est donné en début de l'épisode le nom de famille de Virginia, Arnoldson, qui est le même nom de famille que Maya ou que Nathanael. Il se pourrait donc alors qu'au travers de l'histoire de Monument Mythos, nous sommes face à une histoire de famille. C'est donc petit à petit que l'étrangeté de ce monde se dévoile. Mais pour l'heure, continuons. Cet épisode est la suite directe de l'épisode Air Force One Angel de la saison 1. Sauf qu'ici, il est ajouté un terme, le mot « fallen » dans le titre. Et fallen fait référence à quelque chose qui tombe, quelque chose qui s'écroule, quelqu'un ou quelque chose de déchu. L'épisode commence là où Air Force One Angel avait terminé. Air Force One a fini son tour des États-Unis d'Amérique, il s'est posé au sol, on a aperçu cette créature se faisant appeler Angel, puis l'avion est reparti. C'est là qu'entre en jeu l'armée de l'air des USA, qui va descendre en vol Air Force One. L'ensemble de cette vidéo étant filmé par la technologie de la compagnie Maze. Après un message nous indiquant que la mission est accomplie, il nous est dévoilé le nouveau découpage des frontières américaines. On trouvera alors à l'ouest la zone d'Alcatraz, au centre celle du mont Rushmore et à l'est celle du monument de Washington. Il sera donné à chacune des trois zones une capitale portant un nom utilisé en amérindien. La zone d'Alcatraz aura pour capitale Hawest, qui est le nom d'une tribu de la péninsule de San Francisco. La zone du mont Rushmore se verra attribuer Pahasapa, qui sont le nom donné aux collines noires par le peuple Lakota. Et enfin, la zone du Washington Monument aura pour capitale Nacotchunk, nom donné à des tribus algonquins vivant autour de Washington. Et c'est suite à ce nouveau découpage géographique que nous allons faire la rencontre d'une nouvelle entité. Cette dernière nous indiquera que les États-Unis sont désormais sous l'égide de Al Gore, l'ancien Premier ministre du président Bill Clinton. Et le message qu'il nous donne fait froid dans le dos. Il nous dit que des dieux vivant sous le sol des USA ont envoyé Al Gore pour les servir, que ces dieux vont émerger avec force. Leur but serait d'éradiquer les zones créées en détruisant les frontières. Il se présente comme étant une entité dont le but est de diviser les États-Unis, de le morceler.
Je pense ici qu'il est fait référence à cette fameuse phrase « Divide et impera » ou « diviser pour mieux régner ». Puis l'on apprend que le Fallen Angel a été envoyé pour créer cette division, mais qu'une autre créature devrait faire son apparition. Cette créature devrait être l'un de ces dieux ou un Fallen Angel, qui prendrait possession du soldat inconnu pour en faire une arme de destruction. Hein ? Prends l'information comme elle vient, je te rappelle que nous sommes ici dans une uchronie, ne sois pas inquiet. Mais nous apprendrons surtout que l'ennemi de ces dieux est le Hornet Serpent. Et ce serpent, nous l'avons déjà vu dans l'épisode Maze Movie Maker, il représentait les zones de construction de la compagnie Maze. Et l'on nous avait alors donné ce symbole, représentant le projet Hornet Serpent. Cela voudrait dire que nous sommes face à une guerre sous-jacente entre deux grandes entités. Nous aurions alors d'un côté la compagnie Maze et de l'autre ces créatures qui se présentent comme des dieux vivant sous le sol des États-Unis. Ces fameux dieux usant des Fallen Angels pour créer une arme de guerre via le corps du soldat inconnu. Alors l'histoire est un peu compliquée, mais ouais ok, elle se met un peu en place. Une autre information nous sera donnée. Rockefeller est à leurs yeux un traître, et il doit être enlevé de la réalité. Ces fameux dieux ont par ailleurs un symbole qui est un pendant alternatif du projet Hornet Serpent. Enfin, nous apprendrons que l'association anti-Dean ne reconnaît pas les 3 nouvelles capitales des 3 zones nouvellement créées, ce qui implique indirectement que le président Dean a donné son accord ou est d'accord avec la création de ces zones. Nous verrons au final l'une des créatures envoyées par ces dieux sous le sol des USA sur la tombe du soldat inconnu. Liberty Lurker, c'est exactement le même titre que l'un des épisodes de la saison 1. Pas tout à fait, car dans la saison 1, Liberty Lurker était au singulier, alors qu'ici, il est au pluriel. D'entrée de jeu, nous sommes face à un monument nommé l'Égypte éclairant l'Orient, créé par Auguste Bartholdi, le même homme étant derrière la création de la Statue de la Liberté. Puis nous passons sur un monologue de Ferdinand de Lesseps, qui nous raconte avoir été forcé par les créatures vivant en dessous de l'Amérique de construire le canal de Suez. Voilà un point important. Ces fameux dieux vivant sous le sol américain peuvent communiquer directement comme par télépathie avec les esprits des hommes pour les faire agir en leur nom. Il s'ensuivra une animation proposée par les avocats pour la division de l'Amérique. Et ces avocats sont, d'après la vidéo Air Force One Fallen Angel, les créatures, les dieux vivants sous le sol des USA. La petite animation qu'il nous propose est une allégorie du monde des Special Trees. On voit une personne, hache à la main, prêt à couper un arbre, puis cet arbre est multiple, tantôt à l'envers, tantôt à l'endroit, formant des couches superposées les unes aux autres. Enfin, l'homme à la hache s'étend, s'étire, pour finir par recouvrir plusieurs couches des mondes parallèles des Special Trees. Suite à cette petite animation, nous revenons sur le cas de Bartholdi. Nous apprendrons que les interviews de Bartholdi étaient sans doute des faux, fabriqués de toutes pièces pour tromper la société, sauf une, nommée l'authentique Liberty Lurker, dont on ne sait pas si elle est vraie ou fausse. Dans cette interview, plusieurs révélations nous sont faites. Bartholdi nous apprend que le piédestal de la Statue de la Liberté est un abattoir, fabriqué à la demande de George Washington, aussi connu sous le nom de Anneau d'Aganéer, ou le Horn Serpent, et que ce dernier est l'être habitant sous terre. Il a demandé à ce que cet abattoir soit fabriqué pour y enfermer les pères fondateurs. Tout ce que vient ici de nous raconter Bartholdi lui a été conté par Ulysses S. Grant, le 18e président des USA. Grant dévoilera également que George Washington fut un temps comme nous, avant de changer et de devenir le dévoreur de villages. Par ailleurs, le nom Anneau d'Aganéer signifie dévoreur de villages en langue amérindienne. Donc, en résumé, George Washington n'est autre que cette créature vivant sous le sol des États-Unis. Il aurait demandé à Bartholdi de fabriquer cet immense piédestal sous la Statue de la Liberté, ce piédestal faisant office d'abattoir, prévu pour y enfermer les pères fondateurs des USA. Mais c'est qui ces pères fondateurs ? Ils sont au nombre de 7, on y retrouve Benjamin Franklin, John Adams, Thomas Jefferson, James Madison, Alexander Hamilton, John Jay et George Washington lui-même.
Attends, donc là, George Washington aurait demandé à ce qu'on fabrique un abattoir pour s'y enfermer lui-même? Eh bien écoute, non, puisque George Washington est celui qui habite sous le sol des USA. Il a donc dû enfermer les 6 autres pères fondateurs afin de contrôler les États-Unis et son développement. Mais la vidéo ne s'arrête pas là. Suite à la libération du Liberty Locker, Ktonaut a sondé les environs sous le piédestal de la Statue de la Liberté. Ils ont enregistré la vidéo qui va suivre à l'intérieur du Horned Serpent, métastructure, aussi connue sous le nom de Wonderland. Ktonaut désigne en grec un sous-monde ou un navigateur. Attention, le film qui va suivre peut heurter la sensibilité des spectateurs, ayant une sensibilité au bruit fort. Une exposition prolongée à de la musique provenant du Horned Serpent métastructure peut endommager votre cerveau. Voilà, nous savons désormais avec exactitude ce qui se cache sous le piédestal ou dans le piédestal de la Statue de la Liberté. Il s'agit d'un abattoir, puis en dessous d'un autre monde, celui des Special Trees. Et lorsqu'une personne est donc envoyée dans ce piédestal, il est envoyé dans cet abattoir, ou plutôt dans cet autre monde parallèle qu'il sera créé par les Special Trees. Nous voici maintenant sur la dernière ligne droite, la dernière vidéo de Monument Mythos, et cette dernière se divise en plusieurs parties. En premier, nous avons Thomas Jefferson, 3e président des États-Unis, qui nous apporte un message. L'arbre de la liberté doit être renouvelé de temps à autre avec le sang des patriotes et des tyrans. Je pense ici qu'il est fait référence aux personnes étant envoyées dans le piédestal sous la Statue de la Liberté. Ou sinon, il peut aussi s'agir des personnes ayant été envoyées dans le Washington Monument. Car dans ces deux cas, quels qu'ils soient, cette situation amène à nourrir les Special Trees avec des humains. Dans la première partie de la vidéo, offerte par Dr. Disturbing, il nous est présenté une suite de peintures. Ces peintures sont, d'après ce qu'il nous est dit, les préférées de papa. Nous savons donc maintenant qui est Dr. Disturbing. Enfin, presque. Puisque dans le monde de Monument Mythos, les seules personnes faisant référence à un papa sont la famille Arnoldson. Donc, Dr. Disturbing est nécessairement un membre de cette famille. Par contre, on ne peut pas dire avec certitude s'il s'agit de Maya, de Lorraine, de Quinn, de Virginia ou de Nathanael. On apprendra justement l'identité d'un nouvel enfant de la famille Arnoldson, Quinn, qui, avec sa sœur, sont décédés dans le Grand Canyon, sûrement au moment où ils sont partis à la recherche de leur sœur, Maya. Il s'ensuivra un monologue de W. Morlin, que nous avons déjà entendu dans la vidéo Starry Sphinx. Alors je ne vous l'avais pas dit sur le coup afin de ne pas vous noyer sous un monceau d'informations, mais dans la vidéo Washington Wonderland, dans laquelle nous en avions appris un peu plus sur la vie de Virginia Arnoldson, cette dernière nous avait expliqué avoir fait la rencontre d'une personne, Leonard, avec qui elle aura eu un enfant, Everett. Eh bien, ce Leonard, c'est Leonard W. Morlin. Leonard nous racontera que depuis qu'Alcatraz a envahi les USA, tout ce qui y vit n'est plus ce qu'il semble être, que tout être, toute chose a été remplacé par autre chose. Puis il finira par s'immoler, car à ses yeux, vivre en étant le doublon de quelqu'un d'autre n'est pas une vie. Et le feu est, à ses yeux, le seul moyen de s'en sortir. Finalement, un dernier message nous apportera 2-3 autres informations. En premier, Ktonaut semble avoir un nom de famille commençant par la lettre A. Du coup, est-ce que Ktonaut ne serait pas un membre de la famille Arnoldson ? Puis il y a Cédatre,
nous prouvant que nous sommes bien là, face à deux mondes parallèles. Le 22 février 2022 est leur apocalypse, tandis que le nôtre fut le 1er octobre 2016. Un message nouveau apparaîtra par la suite. Les avocats étaient fous. Ils ne sont plus que des cendres désormais. Plus jamais nous ne serons des armes. Laissez-nous tranquilles et rejoignez les cendres. Ces mots sont un message révolutionnaire pour tous ceux ne souhaitant pas être sous l'égide, sous la manipulation d'une entité inconnue. S'immoler est donc ainsi la seule solution pour s'en sortir, d'après ce que dit Leonard W. Morlin. Il nous sera ensuite présenté l'opération Thunderbird, qui consiste à attirer la statue Freedom dans un piège pour la déporter dans la forêt de Babylone, où elle fera la rencontre d'un Angel avec lequel elle combattra. Les deux, la statue Freedom et le Angel, finissant l'un l'autre par s'annihiler dans ce combat. Dans la partie suivante, nous allons voir une étrange vidéo présentant la naissance de quelque chose de mystérieux, mais qui pourrait s'apparenter à un Special Tree. L'ensemble de cette vidéo se terminera par un texte. Les survivants de la Grande Division sont connus sous le nom de Corner Folk. Corner Folk? On n'a jamais entendu parler d'eux? Eh bien, les Corner Folk font partie de la cosmogonie développée par Alex Kansas sur sa chaîne. Il sortira par ailleurs 3 vidéos à leur sujet. Dans son monde, les Corner Folk sont des entités passant d'une couche de monde à une autre en utilisant les coins de nos bâtiments. Cette idée de couche est donc la même que celle que l'on retrouve dans le Monument Mythos via les Special Tree. Les Corner Folk sont donc les personnes ayant, de son point de vue, d'après ce que nous dit Alex Kansas, les personnes ayant survécu à la Grande Division. Je pense ici qu'il fait référence à la division cellulaire pratiquée par Alcatraz, qui transforme tout humain et tout ce qui les entoure en autre chose. Dans le monde de Monument Mythos, la personne étant le plus proche de ce que pourrait être un Corner Folks n'est autre que Virginia, qui a été remplacée, dupliquée et qui a voyagé au travers des univers des Special Tree. Voilà, cette vidéo couplée à la première sur laquelle nous sommes passés au travers de la saison 1 de Monument Mythos conclut l'ensemble de ce que l'on peut trouver au sujet de ce que nous propose Alex Kansas sur Monument Mythos. Maintenant, je ne peux pas terminer la vidéo ainsi, car j'imagine que vous souhaitez avoir une petite conclusion, une explication au lore composant Monument Mythos. En effet, ce serait pas mal parce que c'est quand même assez complet et complexe. Eh bien, tout d'abord, sachez que ce que je vais développer ci-après n'est que mon point de vue. Il n'est certainement pas le point de vue permettant de comprendre l'ensemble du lore composant Monument Mythos. Pour créer cette conclusion, j'ai également été pêcher diverses autres informations sur Reddit, sur Discord, ainsi que sur d'autres sites indépendants relatant et ou donnant leur point de vue concernant Monument Mythos. Maintenant que tout est clair entre nous, continuons. D'un commun accord et selon plusieurs sources, il faut placer Monument Mythos à la fois dans le temps et dans l'espace. En ce qui concerne l'espace, souvenez-vous du comportement des Special Tree, qui créent plusieurs couches les unes sur les autres, une fois à l'envers, une fois à l'endroit. Eh bien, la communauté s'est accordée pour dire qu'en fait, ce n'est pas une multitude d'univers qui sont créés par les Special Tree, mais 2 univers, se représentant l'un l'autre de manière infinie. Pour comprendre l'image, c'est assez simple, il suffit de prendre l'image d'un miroir placé devant un autre. Nous avons bien 2 miroirs, mais lorsqu'on regarde dans un miroir, on en a une infinité qui sont reflétés, et quand on regarde l'autre miroir, il y a une autre infinité. Ah du coup s'il n'y a que 2 espaces, c'est quoi ces 2 espaces? Eh bien, ces 2 espaces, il leur a été donné un nom. D'abord, il y a notre espace, celui dans lequel le 37e président des États-Unis était Nixon. Ce dernier espace sera nommé le Nixonverse. Et il y a l'espace durant lequel le 37e président des États-Unis n'est pas Nixon, mais James Dean. Il sera donc fait référence au Deanverse. Voilà en ce qui concerne les espaces. Maintenant, il y a le temps.
Monument Mythos a une timeline qui s'étale sur des centaines d'années. Si l'on part de la toute base, et la toute base, c'est la découverte de ce fameux ver de Giza, qui fut découvert en Égypte il y a de cela plus de 6000 ans. Puis au final, il y a cette dernière date, le 22 février 2022, temps où Tonoth se retirera du Nixonverse et le temps où le Deanverse sera lui détruit. Il est à noter que Alex Kansas n'est peut-être pas tout à fait anodin dans cette histoire, car il nous a dit que notre apocalypse serait le 1er octobre 2016. C'est-à-dire, et comme par hasard, la date de la création de sa chaîne. Ce qui voudrait peut-être dire et impliquer que Alex Kansas est un témoin de ce qu'il s'est passé dans le Deanverse, et qu'il est revenu dans notre monde, le Nixonverse, pour nous conter en tant que témoin ce qu'il s'est passé. Maintenant que nous en savons un peu plus en termes de temps et d'espace, et où se déroule cette histoire, il faut garder en tête qu'une majeure partie de ce qui nous est conté se déroule dans le Deanverse, au sein duquel plusieurs forces vont s'affronter. Et c'est là que ça devient le bordel. Et c'est là que tout devient très compliqué. Monument Mythos semble raconter plusieurs choses à la fois. D'un côté, nous avons ces histoires de présidences successives, durant lesquelles plusieurs événements occurrent. D'un côté, nous avons la famille Arnoldson, que l'on retrouve à plusieurs endroits et sous différentes facettes. Puis nous avons ces éléments fantastiques, que sont les Special Trees, divisant l'espace mais s'étalant dans le temps. Les TFMD, ces éléments de destruction massive. Le fameux dieu vivant sous le sol des USA, qui serait a fortiori George Washington. Les soldats gréco-égyptiens, et leurs épées faites de ver de Giza, tout comme la statue de Freedom, qui elle aussi possédera une telle épée. Cette matière, le ver de Giza, qui semble jouer sur la matière de manière quantique, en séparant l'éther de la matière, puisque lorsque l'on se retrouve avec un doigt coupé, bien que le doigt ne soit plus là, on le sent et on peut encore s'en servir. Et puis il y a l'ange, ou les anges, lesquels se battront avec Freedom pour s'annihiler l'un l'autre, et tous les autres détails qui enrobent de complexité l'histoire de Monument Mythos. Puis nous avons ces monuments construits à la demande du gouvernement des États-Unis. Je pense que oui, bien entendu, ils font partie du centre de l'histoire, mais je pense également qu'ils sont avant tout une porte d'entrée nous permettant d'entrer dans une cosmogonie bien plus complexe. Ce que l'on comprend, c'est qu'au fil des décennies de présidence, les personnes à la tête de l'État américain sont toutes manipulées par le dieu vivant dans leur sous-sol, et que ces derniers ont créé des monuments permettant de cacher la présence de jardins de Special Tree. Ainsi, le Washington Monument est un Special Tree, tandis que la Statue de la Liberté, dans son piédestal, en possède tout un jardin. Sur le mont Rushmore, par contre, les Special Trees apparaissent en sortant directement de leur univers inversé, via cette poussière à l'odeur de poudre pour bébé, qui est versée sur le haut des statues. Cette poudre n'étant en fait que le parterre poussiéreux séparant les univers miroirs entre les Special Trees. On sait également que l'Égypte a cherché pendant longtemps à se débarrasser des Special Trees, mais qu'avec le temps, ces derniers envahiront ce pays en se cachant dans des pyramides. Les Special Trees sont un peu au centre de tout, puisque c'est eux, via leurs éclairs, qui ont permis la création du ver de Giza, utilisé par les Égyptiens, les Anglais, puis les Américains. Puis au travers de toute cette cosmogonie, nous avons la présence de cette famille, la famille Arnoldson, composée de Maya, Lorraine, le père, Nathaniel, Virginia et Queen. Puis il y a cet ancêtre, cette créature, Tonoth A, la lettre A signifiant sûrement qu'elle aussi est un enfant de la famille Arnoldson. Mais ça, ce n'est qu'une suspicion, je n'en ai aucune certitude. Ce que je pense, c'est qu'au travers de la trame narrative de Monument Mythos, le père Arnoldson était au courant du fait que les présidents américains étaient manipulés par une entité externe les poussant à créer des ponts entre deux mondes via les Special Trees. Le père Nathaniel Arnoldson impliquant au fur et à mesure du temps ses enfants dans l'histoire, certains étant par ailleurs beaucoup plus impliqués que d'autres. Maya, par exemple, très impliquée, chercha à comprendre pourquoi la compagnie, la Mace Company, semblait être en lien avec le Special Tree, alors que cette même compagnie était en combat contre le dieu sous le sol. Ce fameux dieu qui, je le rappelle, devrait être, si j'ai bien compris, George Washington. Tandis que Lorraine ou Queen, eux, subirent les événements en cherchant à retracer le pourquoi de la disparition de Maya. Il se pourrait toutefois, par contre, que le fameux Dr. Disturbing, dont on sait qu'il fait partie de la famille Arnoldson, mais dont on ne sait pas de quel membre il s'agit, eh bien il se pourrait que ce dernier, il y ait pas mal d'indices qui pointeraient vers le fait que ce soit en fait Lorraine qui soit derrière ce pseudonyme. Du coup, cette Lorraine, qui ne semblait pas tant impliquée que ça à la base, l'est peut-être plus que ce que l'on pense à la fin. Puis, je vais revenir sur Tonoth A, sur lequel j'ai une petite théorie intéressante.
j'ai dit que cette lettre A pouvait être la première lettre du nom de famille Arnoldson, et que donc Ctonote serait un membre de la famille Arnoldson. Mais d'autres personnes soupçonneraient que cette lettre A, et ça je trouve ça génial, ne soit autre que la première lettre de Alex Kansas. En effet, comme je l'ai dit plus tôt, la chaîne d'Alex fut créée à la même date à laquelle notre apocalypse devait avoir lieu, c'est-à-dire le 1er octobre 2016. Mais Ctonote est un voyageur dimensionnel, il connaît les passages du Nixionverse au Deanverse. Et il a dit qu'il avait reçu des données qu'il allait nous apporter de manière théâtrale. Eh bien ces données, il se pourrait que ce soit tout simplement ces 2 saisons de Monument Mythos, qu'il nous a monté et qu'il nous a montré au travers des rushs qu'il aurait pioché ça et là pour nous parler de cette histoire d'un autre temps, d'une autre dimension. Le lore de Monument Mythos est bien entendu bien plus complexe que ce que je viens de vous exposer. Mais j'adore même cette conclusion dans laquelle Alex Kansas s'auto-implique, qu'il est Ctonote, qu'il est ici pour nous conter une histoire qu'il aurait vécue dans un autre espace-temps. Je vais m'arrêter là pour ce développement, sinon ma vidéo durerait des heures et des heures. Elle pourrait même sans doute peut-être durer autant d'heures qu'il y a de monde au travers des Special Trees. N'hésitez pas à développer vos propres théories dans les commentaires sous cette vidéo, bien entendu cela m'aidera à la référencer. Merci aux personnes ayant souscrit à la chaîne, merci à vous d'être présents, je ne pourrai jamais vous remercier plus que ce que je fais à chaque fois en fin de vidéo. Si vous aimez ce que je fais, n'oubliez pas le petit pouce, le commentaire, ça je l'ai déjà dit, mais surtout le partage, ça aide beaucoup. Sur ce, bye, ciao, et à la prochaine.